Salut, c'est Loïc, je suis ravi de te retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Alors dans cette nouvelle vidéo, on va voir en fait le cash squeeze. Je ne sais pas si cette notion elle te parle, le fait que les impôts en fait te mangent ton bénéfice et même te mettent en perte. C'est-à-dire que tu as fait une étude de marché, tu as fait une étude de rentabilité qui sont au top sur ton bien immobilier, mais malheureusement, en fait il y avait des choses que tu n'avais pas prévues au niveau des impôts et boum, c'est ce qu'on appelle le cash squeeze. On va voir dans cette vidéo cette notion un petit peu plus en détail et surtout on va voir comment on évite le cash squeeze et ce qu'il faut faire pour pouvoir s'en sortir si tu es dans cette situation de cash squeeze avec tes biens. Alors on va faire des choses assez généralistes, donc on va pas forcément rentrer dans le détail de ton cas, mais n'hésite pas à nous mettre dans les commentaires si c'est ta situation. On essaiera de pouvoir te répondre au mieux par rapport à tout ça. Allez, c'est parti. Alors juste avant de démarrer, je vais t'inviter à t'abonner à cette chaîne, à rejoindre des milliers d'investisseurs et d'entrepreneurs qui l'ont déjà fait. Pour ça, tu as juste besoin de cliquer sur le bouton s'abonner qui est apparu dans la vidéo ou bien juste en dessous de la vidéo. Et surtout, n'oublie pas la petite cloche si tu veux être prévenu à chaque fois que je publie une nouvelle vidéo. Je t'ai mis aussi un lien vers les prochaines sessions de formation qu'on organise. C'est des formations qui sont totalement gratuites sur Internet. Et en fait, pour les rejoindre, c'est simple, tu cliques, tu réserves une session et on est présent en fait à chaque session pour pouvoir répondre à toutes tes questions. Ce matin, on a sorti une vidéo sur justement le thème des impôts et j'ai parlé de la notion du cash squeeze et on s'est rendu compte que beaucoup de gens en fait ignoraient un petit peu ce que c'était que le cash squeeze et surtout comment réagir et comment éviter que ça nous arrive parce que c'est une situation, on a l'impression en écoutant un petit peu tout ce qui se dit sur internet que on va acheter de l'IMO, on va jamais payer d'impôts, tout va être magique dans le meilleur des mondes, mais si t'es vraiment bon et que tu cartonnes, tu vas en payer et en fait ce qui va se passer, c'est que si c'est mal pris en compte en amont, ça peut s'avérer, je veux dire, relativement dangereux, même si tu vois qu'on a des solutions. Le cas le plus fréquent en fait pour pouvoir t'illustrer le cash squeeze, c'est souvent les personnes qui vont acheter des biens en nom propre, en nu, et puis bénéficier pendant les 2 premières années de ce qu'on appelle le déficit foncier. En fait, tu as la possibilité de pouvoir déduire les travaux de tes impôts personnels et souvent on voit ça comme un effet d'aubaine et souvent c'est les effets d'aubaine comme celui-ci, les effets d'aubaine aux impôts qui souvent en fait conduisent les gens à une situation de cash squeeze. Ça arrive avec donc par exemple le déficit foncier. C'est-à-dire que tu vas acheter ton bien, tu vas dire ah super, attends, j'ai un bien, je le paye à prix raisonnable, je fais mon calcul de renta, je paye pas d'impôt déjà pendant 2 ans, après j'ai peut-être encore un petit peu de report des travaux qui va tourner. Donc je m'en sors plutôt pas mal, ça a l'air bien. Et là on achète en se disant de toute façon déjà sur les 2 premières années avec ce que j'économise, je peux me permettre de payer un peu d'impôt l'année d'après. Et puis en fait au bout de 2 ans, quand on voit ça et qu'on voit qu'on va se mettre à payer des impôts, on se dit oh là là, maintenant il faut que je refasse un bien parce que non seulement je vais payer des impôts comme j'en payais auparavant, il suffit même que ton travail salarié ait été peut-être légèrement augmenté et à partir de là en fait tu vas te retrouver dans une situation où tu payes même encore un peu plus qu'avant et surtout en fait ce nouvel investissement que tu avais fait pour économiser des impôts à la base, lui en fait il ne génère plus d'économie d'impôts, donc il se met à t'en coûter. C'est la même chose avec les dispositifs Pinel si tu les gardes après les durées de remise d'impôts que t'offre Pinel, après les plans en fait qui sont mis en place, etc. C'est exactement la même chose. Donc ce qui se passe en fait, c'est que les impôts en fait vont se réveiller et vont se réveiller encore plus violemment qu'auparavant puisqu'ils vont se mettre en fait à te prendre de l'argent à la fois sur tes revenus de base que tu avais fait diminuer et en plus des impôts supplémentaires puisque tu vas avoir des nouveaux revenus créés par tes investissements locatifs. Donc ça, en soi, sur le principe, c'est pas grave, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui arrive, c'est quelque chose qui fait partie du jeu de l'investissement, mais on peut à la fois s'en prémunir et surtout, si le retour est trop important, c'est-à-dire si par exemple tu as enchaîné pendant 10 ans une méthode par exemple en déficit foncier à acheter tout le temps des biens pour bénéficier d'un maximum d'économie d'impôt,
d'impôt, le retour il peut faire mal parce qu'à un moment, quand ça se réveille, ça peut très bien faire tomber le château de cartes en fait, tout simplement. C'est important quand tu montes un parc immobilier en puissance ou même tout simplement quand tu commences à investir avec un bien, deux biens, trois biens, en fait tout simplement de prévoir ces choses-là un minimum parce que sinon, en fait, tu te retrouves dans la situation du château de cartes. Alors comment on fait ça? Parce que c'est beau, je t'explique le principe, mais comment on fait ça? Alors il faut savoir que cette situation, moi je l'ai vue chez plein d'investisseurs, même des gens très chevronnés, hein, des gens qui se font rattraper des fois au bout de 30 lots, 40 lots achetés, et puis d'autres pour qui c'est le cas aussi à un lot, deux lots, trois lots tout simplement. Ça peut arriver un petit peu à tous les niveaux si on ne prévoit pas. Donc concrètement, ce qu'on fait, c'est qu'il faut prévoir des stratégies plutôt long terme que moyen terme. Il faut comprendre que investir dans l'immobilier et par exemple remplacer un salaire, il ne faut pas le voir comme vraiment un sprint, en fait comme quelque chose qui va être à réaliser le plus vite possible. Souvent j'ai plein de gens qui découvrent un petit peu, on va dire, dans leur tête, ils ont l'impression que ce soit un peu tardivement. En fait, quand on découvre ça, souvent, à part si on découvre ça à 18 ans, on a toujours l'impression qu'on a perdu du temps. Moi, j'ai vraiment pris conscience de tout ça en réalité un petit peu avant 30 ans, mais voilà, j'ai des gens qui découvrent ça des fois à 50, 55, d'autres qui vont découvrir ça à 25, et en fait, c'est marrant, c'est que la réaction est toujours un peu la même. C'est un peu l'idée de j'ai perdu du temps. Et on a envie de rattraper ça, on a envie d'aller très vite. On se rend compte qu'il y a des gens qui ont fait plein de trucs de dingue, qui ont acheté énormément de lots, etc. Et on a envie d'aller très vite. Et le problème, en fait, c'est que le fait de vouloir aller très vite, c'est souvent ça qui conduit aux erreurs, parce que on regarde en fait quelle est, par rapport à notre situation, par exemple, là où on va gagner le plus maintenant. Si tu fais ça, en fait, si tu regardes là où tu vas gagner le plus maintenant, en fait, souvent, ça t'amène à faire un petit peu des erreurs. C'est-à-dire que c'est souvent pour ça que les gens, par exemple, se lancent dans l'investissement immobilier uniquement en fait avec des systèmes d'économie d'impôt, comme par exemple le Pinel ou le déficit foncier. Parce qu'en fait la première chose qu'ils voient, ils se disent attends, le meilleur moyen de faire un gain, c'est finalement d'économiser, c'est-à-dire de payer moins. Et payer moins d'impôts va déjà me faire gagner de l'argent. Et en réalité, c'est pas avec ça qu'on va se créer des revenus. Donc la première question à se poser, c'est qu'est-ce que je veux faire réellement? Où est-ce que je veux aller? Est-ce que mon but dans 10 ans, c'est de vivre de revenus locatifs? Est-ce que mon but, c'est d'avoir un gros parc? Est-ce que mon but, c'est juste d'avoir 2-3 lots pour être un petit peu plus tranquille à la retraite? Voilà, c'est important d'avoir fixé en fait le cadre, fixé là où on veut aller. Ensuite, souvent, on entend beaucoup de gens en fait quand on prend des personnes qui commencent à se lancer en appel ou autre, ou même qui se sont déjà lancées depuis un moment, qui en fait soit veulent tout faire ou ont déjà tout fait, c'est-à-dire ils ont 2 locations courte durée, une coloc, 3 meublés, etc., etc. Ils ont plein de trucs différents et en fait ils ont beaucoup de mal à s'en sortir en fait fiscalement. Il faut bien comprendre que la fiscalité, c'est pas un truc qui hop se fait en claquant des doigts et qui se fait comme ça. C'est quelque chose, il faut que tu prévois un minimum en fait ce que tu vas faire comme stratégie, et tu es beaucoup mieux souvent de focus une stratégie d'abord, d'aller atteindre le premier objectif que tu t'es fixé. Si par exemple ton objectif c'est remplacer ton salaire, donc je sais pas, faire 2000 € par mois de revenus avec l'IMO, t'es mieux de focus ça, de le faire avec une stratégie fiscale qui soit peut-être pas la meilleure. Par exemple, je sais pas, si tu fais ça, le moyen le plus rapide d'y arriver, c'est la location courte durée. Tu fais de la location courte durée en automatique et puis tu achètes 4-5 lots pour pouvoir monter à 2000-2500 € de revenus. Tu réalises ça, tu achètes tes lots de cette manière-là, ça tu vas les faire en nom propre sans forcément te soucier complètement dans le détail de combien ça va de ce que les impôts vont te prendre, même si tu sais que pendant 5-10 ans tu vas pas en payer. Mais au bout de 10 ans, si tu commences à en payer, c'est pas très grave, parce qu'il y aura beaucoup de choses qui se seront passées entre deux. Les 5 lots, si tu te débrouilles bien, on va dire aller en 2 ans, c'est quelque chose qui est assez facilement réalisable. En fait, si tu veux, tu vas acheter ces 5 lots par exemple, tu vas les mettre en place, et à partir de là, tu vas ensuite réfléchir à une seconde stratégie fiscale. Mais déjà, tu as focus pendant un certain temps un premier objectif qui était de savoir où tu voulais aller. Ensuite, une fois que tu as réellement atteint l'objectif financier que tu veux atteindre, là l'idée c'est de continuer à investir parce que le fait de toujours aller soulever des nouveaux biens, ça a un intérêt. On est là pour développer, on connaît la machine, on sait comment elle fonctionne, donc c'est pas très compliqué de dupliquer. Quand tu as fait une chose
une fois, deux fois, trois fois, la faire 10, en fait finalement c'est un petit peu la même chose. Souvent je compare ça un petit peu à tes premiers tours de roue en vélo, bah, c'est très compliqué quand tu es petit, mais après une fois que tu as fait tes premiers tours de roue, les tours de roue suivants, ils sont beaucoup plus faciles une fois que tu as compris le principe de l'équilibre, etc. Donc c'est la même chose avec l'investissement locatif, tu vas pouvoir en fait enchaîner après. Et une fois que tu as atteint ce premier objectif, là quand tu vas vouloir continuer à enchaîner, bah, là il y a un vrai intérêt de faire une refonte fiscale, c'est-à-dire de réfléchir à comment investir la suite. Et c'est là que tu vas pouvoir faire introduire peut-être des choses comme de la SCI à l'IS ou continuer en LMP par exemple pour plein de raisons que tu pourras avoir envie, ou pourquoi pas mettre des stratégies de marchand de biens en place, ou complètement une autre stratégie que de la courte durée que tu auras fait jusqu'à maintenant. Voilà, donc concrètement, si tu veux, c'est à ce moment-là en fait qu'on va faire évoluer. Donc le cash squeeze, en fait, ce qu'il faut pour l'éviter en priorité, c'est évidemment de ne pas se focus que sur le côté fiscal des choses, mais de vraiment réfléchir à quels sont nos véritables objectifs avec l'immobilier. Tout est possible si on s'en donne les moyens. Et si aujourd'hui tu es dans une position de cash squeeze, bah, en fait il faut savoir que tu n'as pas forcément des tonnes de solutions devant toi, mais il y en a quand même un minimum. Mais ce qu'il ne faut pas, c'est recréer, en fait utiliser des solutions qui vont recréer une solution encore plus importante de cash squeeze futur. C'est-à-dire que le premier réflexe qu'on aurait, c'est de dire oulala, mais attends, je paye encore plus d'impôts, donc du coup bah, je vais refaire encore des biens pour rééconomiser et rééconomiser des impôts. Et en fait le problème, c'est que là on est dans une course sans fin où on ne pourra jamais s'arrêter, et du coup ou à un moment ou à un autre, bah, en fait la descente sera encore plus violente. Donc en fait si tu as réalisé, si tu es dans cette situation là, bah, il y a un moment il faut dire bon allez, je stoppe, j'arbitre et je me mets à investir d'une autre manière. Par exemple, tout simplement, souvent si tu as bien acheté, bah en fait tu as de la plus-value à encaisser. Et donc du coup c'est peut-être le moment de prendre tes plus-values, d'encaisser l'argent que tu as créé en fait sur ces biens que tu avais achetés, encaisser cette plus-value, et puis du coup à partir de là, bah, en fait partir sur des stratégies qui seront moins violente fiscalement et plus long terme. Donc tout ce qui est long terme, hein, c'est LMNP, LMP, les SCI à l'IS, etc. Voilà, donc j'espère que cette vidéo te permettra de mieux comprendre en fait ce qu'est le cash squeeze, comment t'en prémunir et comment faire si tu es dans une situation aujourd'hui de cash squeeze. Si tu souhaites qu'on aille encore plus loin sur la fiscalité, etc., n'hésite pas, tu me le mets dans les commentaires. On va faire des vidéos, d'autres vidéos sur le sujet avec plaisir. Pour te remercier d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin, il me reste plus qu'à te mettre dans l'écran de fin bien les dates des prochaines sessions de formation qu'on organise. Donc si tu veux savoir comment vivre de la location courte durée en mode automatique, eh bien tu cliques, tu réserves un créneau et tu prévois 2h30, 3 heures de ton temps, parce qu'en général ça dure très longtemps ces sessions, mais on t'apporte vraiment énormément de valeur, beaucoup plus qu'en vidéo encore. Il me reste plus qu'à te dire à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao!